Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais ce live en prévision donc, des élections législatives à venir au Gabon pour vous lire le règlement qui garantit le fonctionnement de l'Assemblée nationale gabonaise.
Donc, c'est un document que vous trouvez donc sur le site du journal officiel hein, gabonais. Donc, le lien, c'est journal-du-6 officiel.ga. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui a contesté le live sur TikTok. Et, contestation. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui a contesté le live sur TikTok. Mais bon. Le live est restreint pendant 10 minutes, c'est indiqué. Mais bon, je ne comprends pas l'intérêt de contester ce live. On va quand même le faire comme ça, malgré les oppositions des uns et des autres. Voilà. Donc, je disais que c'était en prévision donc, des élections législatives au Gabon que j'ai décidé donc de porter oralement hein, le contenu donc, du règlement garantissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale gabonaise. C'est un document que vous trouvez sur le site du journal officiel gabonais. Donc le lien c'est journal-du-6 officiel.ga. Donc c'est un document écrit qui est publié, qui est rendu public. Donc tout le monde peut avoir accès à ce document-là, mais moi de manière unilatérale dans le cadre des activités donc, de l'association que je porte, acteur politique indépendant. Donc voilà, nous avons décidé de le rendre public oralement, tout simplement. Donc cette lecture de ce document est essentielle pour plusieurs raisons. Certes, c'est un document technique, mais c'est le guide qui permet donc à tout citoyen de mieux comprendre le processus démocratique. Donc, il te permettra de comprendre les missions et les responsabilités exactes du député. Le rôle que celui-ci joue dans le processus législatif hein, de la proposition de la loi au vote. Et la manière dont ils sont censés, donc ici, à savoir les députés, ils sont censés représenter tes intérêts en tant qu'électeur. Donc, c'est important de rappeler de manière orale le contenu de ce document-là. Donc, il te montre comment les députés se réunissent en séance plénière, leur temps de parole, la manière dont les débats sont conduits, et puis le processus de vote même. Donc, ce règlement te permettra aussi de comprendre et de mieux analyser les débats politiques qui auront lieu à l'Assemblée nationale et à identifier donc les positions des différents partis et à juger l'efficacité du travail des députés. Donc, le règlement de l'Assemblée nationale établit également les procédures de contrôle. Donc, là, on est même dans les missions régaliennes d'un député. Donc, on le verra là-dedans. Donc, les missions donc, de contrôle du gouvernement et de l'administration. Donc, la lecture de ce document te permettra aussi de comprendre les mécanismes par lesquels les députés peuvent exiger la transparence et la responsabilité donc, des membres du gouvernement. Donc, ce qui est important pour la santé démocratique de notre pays. Donc, qui va être long, hein, parce qu'il y a plusieurs articles. Donc, c'est la résolution donc, numéro 2 de la session ordinaire de 2023 du 9 septembre, hein, du 9 novembre 2023, portant règlement de l'Assemblée nationale de la transition, que je veux lire. Donc, c'est ce document qui me semble qui est encore applicable. Donc, l'article 1 dit que le présent règlement régit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale de la transition conformément aux dispositions de la Charte de la transition du 2 septembre 2023 modifiée et de la Constitution du 26 mars 1991. L'article 2 dit « Le siège de l'Assemblée nationale de la transition est situé à Libreville, au Palais Léon-Bas. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République. »
Donc, le siège de l'Assemblée nationale de la transition est inviolable. Donc, l'article 3 vient nous dire que l'Assemblée nationale de la transition est composée de 98 membres, répartis comme suit. Donc, il y a 67 membres. Donc, il y a 67 membres issus des organisations politiques ou choisis parmi les personnalités politiques. Il y a 25 membres de la société civile. Il y a 6 membres des forces de défense et de sécurité. Ils portent le titre de député de la transition. Les membres issus des organisations politiques sont choisis par le président de la transition sur les listes présentées par les partis politiques légalement reconnus. Les membres de la société civile et les militaires sont nommés par le président de la transition. Les députés sont nommés pour la durée de la transition, toutefois en cas de manquement avéré aux valeurs prônées par l'achat de la transition, du manque constaté après avis du bureau, le président de la transition peut décider de mettre un terme à la fonction d'un député conformément aux dispositions du code d'éthique et de déontologie parlementaire. Les députés de la transition accomplissent leur mission en toute indépendance, avec dévouement, responsabilité, loyauté, intégrité, dignité et disponibilité. Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, la fonction de député de la transition est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat ou responsabilité publique. Ça peut faire un peu désordre, petite parenthèse, ça peut faire un peu désordre, parce qu'on sait très bien qu'on est plus ou moins sorti en partie de la transition avec la promulgation de la Constitution de la 5e République. J'ai fait des recherches pour trouver un document qui ne fait pas référence à la période transitoire, mais j'en ai pas trouvé. Donc ça fait un peu désordre parce qu'à chaque fois, on nous parle de la période de la transition. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme document permettant de comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc je poursuis. Article 5. Les organes de l'Assemblée nationale de la transition sont, donc il y a un bureau, il y a la conférence des présidents, il y a les commissions générales permanentes et il y a la séance plénière. Ensuite, on a l'article 6 qui vient dire que le bureau de l'Assemblée nationale de la transition comprend, donc il y a un président, il y a 5 vice-présidents, il y a 2 questeurs, et il y a 5 secrétaires de bureau. L'article 7 vient dire que les membres du bureau de l'Assemblée nationale de la transition sont nommés pour la durée de la transition. Ensuite, il y a l'article 8 qui vient dire qu'en cas de vacance de poste, il est procédé au remplacement dans les mêmes conditions que celles de leur nomination. Article 9. Le bureau est l'organe directeur de l'Assemblée nationale. Il a tout pouvoir pour diriger les débats, assurer la supervision des commissions et organiser le fonctionnement des services dans les conditions déterminées par le présent règlement. Il se prononce sur la recevabilité et l'opportunité des propositions de loi, des questions écrites et orales. Sur une question bien précise ou pour un suivi permanent, le bureau peut déléguer une partie de ses attributions à une commission spécialisée créée à cet effet et qui lui rend compte régulièrement. La présidente de la dite commission peut être confiée à l'un de ses membres ou à tout autre député qualifié en la matière. Sous son contrôle et pour des missions bien déterminées, le bureau peut aussi donner mandat à l'un de ses membres ou à tout autre député qualifié en la matière. Article 18. Le président de l'Assemblée nationale représente l'Assemblée et le bureau dont il assure l'exécution des décisions. À ce titre, il est assisté par les autres membres du bureau. Il dirige et contrôle tous les services de l'Assemblée. Il est l'ordonnateur du budget. Il préside les débats et en assure la police. Il nomme les membres des bureaux des commissions générales permanentes. Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale. Il dispose à cet effet des éléments de la force publique, du maintien de l'ordre placé sous son autorité. Voilà, on poursuit.
Les communications de l'Assemblée nationale sont faites par le président. Les communications du gouvernement sont adressées au Premier ministre de la transition. Donc, je disais, hein, c'est un test visibilité du live restreint en 10 minutes. Ok, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a signalé le live. Je ne comprends pas bien l'intérêt, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il va nous empêcher de poursuivre ce live. Donc, en cas d'empêchement temporaire, le président est suppléé par les vice-présidents suivant l'ordre protocolaire. Une décision du président de l'Assemblée nationale fixe les attributions de chacun des vice-présidents. En cas de vacances ou d'empêchement définitif du président dûment constaté par le bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République, chef de l'État, procède à son remplacement. Article 12. Les questeurs, sous l'autorité du président, sont conjointement chargés de la gestion des services administratifs et financiers de l'Assemblée nationale. Aucune dépense non budgétisée ne peut être engagée sans leur avis préalable. Article 13. Les secrétaires de bureau assurent et veillent à la rédaction des procès-verbaux de réunion du bureau, de la conférence des présidents et de la séance plénière. Ils en sont responsables. Ils surveillent également les opérations de vote et procèdent au dépouillement des scrutins. Après chaque séance plénière ayant abouti à l'adoption d'une loi, le secrétaire de service préside un comité dit de toilettage du test, en réunissant les rapporteurs de la commission compétente et le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Article 14. La conférence des présidents comprend le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les présidents et vice-présidents des commissions générales permanentes, les questeurs et les secrétaires de bureau de l'Assemblée nationale qui prennent part à la réunion de la conférence des présidents avec voix consultative. Article 15. La réunion de la conférence des présidents est convoquée par le président de l'Assemblée nationale au début de chaque session et chaque fois qu'il estime nécessaire en vue de fixer l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Cet ordre du jour comporte 2 points, donc je poursuis. L'examen des projets de loi, des propositions de loi, des propositions de résolution et des ordonnances, les questions écrites et orales, les questions d'actualité, les interpellations des membres du gouvernement, les questions relatives au bon déroulement du travail parlementaire, les divers. En cas de vote au sein de la conférence des présidents, les décisions sont acquises à la majorité absolue. Le gouvernement est tenu informé du jour et de l'heure de la réunion de la conférence des présidents. Il doit y envoyer le ministre chargé des relations avec le Parlement ou son intérimaire. Au début de la réunion de la conférence des présidents, le président informe l'Assemblée de l'ordre du jour retenu. Cet ordre du jour peut être amendé. Article 16. Les commissions générales permanentes sont chargées, selon leur domaine de compétence, de l'examen des affaires soumises à l'Assemblée nationale et sont fixées comme suit. La commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. La commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale. La commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production. La commission de la planification, de l'aménagement du territoire, des infrastructures, des travaux publics et de la communication, de l'innovation. La commission de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles. La commission de l'environnement, du climat, de la protection de la nature et du développement. Les députés sont membres de plein droit des 6 commissions générales permanentes. Donc vous avez compris, il y a 6 commissions qui composent l'Assemblée nationale. Et pour ces 6 commissions, tous les députés élus doivent composer ces 6
ces commissions. Article 17, je reprends. Les députés sont membres de plein droit des 6 commissions générales permanentes. Le président de l'Assemblée nationale convoque une séance plénière à huis clos à l'effet de désigner pour la durée, donc voilà, pour la durée, les membres de leur bureau respectif. Alors, je poursuis. Les bureaux des commissions sont composés comme suit. Il y a un président, un vice-président, un deuxième vice-président, un premier rapporteur, un deuxième rapporteur et un troisième rapporteur. En cas de vacance de poste ou de carence d'un membre du bureau dûment constaté par le bureau de l'Assemblée nationale, il est pourvu à son remplacement sur décision du bureau de l'Assemblée nationale qui en informe la conférence des présidents. Article 19. Dans le cadre de leur mission et en vue d'améliorer les lois existantes, chaque commission générale permanente procède à l'identification des lois existantes, à leur examen, à leur mise à jour, ainsi qu'à l'initiation des propositions de loi dont l'objet final est l'amélioration constante du dispositif législatif national. Article 20. La commission générale permanente peut décider de la constitution des commissions spéciales pour toute question dont elle serait saisie et pour un temps déterminé. Dans ce cas, elle statue sur le nombre de leurs membres et sur la composition de leur bureau. Pour l'examen des questions relevant des différentes commissions, le bureau de l'Assemblée nationale, après concertation avec les présidents des commissions intéressées, peut désigner temporairement certains de leurs membres pour créer une commission de coordination. Cette désignation peut aussi intervenir à l'initiative des présidents des commissions concernées. Article 22. La commission générale permanente peut décider, en raison de la complexité ou de la technicité d'un test, de constituer une commission ad hoc chargée d'examiner le dit test. Les commissions ad hoc peuvent entendre, avec l'accord du président de l'Assemblée nationale, toute personne qui leur paraît utile pour leur information. Article 23. La présence aux travaux des commissions est obligatoire. Conformément aux dispositions du présent règlement, 2 absences injustifiées constatées par le bureau de la commission concernée entraînent, après rapport dressé au bureau de l'Assemblée nationale, des sanctions. Article 24. Les sanctions sont prononcées en conseil de discipline par le bureau de l'Assemblée nationale réuni à cet effet. Le président de l'Assemblée nationale peut demander au bureau de l'Assemblée nationale le non-paiement des indemnités journalières de session aux commissaires concernés à concurrence de la durée de l'absence constatée. Donc c'est clair, un député qui s'absente 2 fois sans justifier de cette absence encourt des sanctions. Une commission empêchée peut donner mandat par écrit à un autre député, membre de la commission, qui le remet au président au début de la séance. Chaque commissaire ne peut émettre plus de 2 votes, y compris le sien. Un membre régulièrement remplacé est considéré comme excusé et présent. Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président. La présence de la moitié plus 1, donc 51 on va dire, des membres en exercice est nécessaire pour la validité des votes en commission. Les affaires sont examinées suivant le calendrier des débats. La police des débats est assurée par le président. Article 26. Donc ici on voit comment les commissions fonctionnent au sein de l'Assemblée nationale. Donc article 26. Le président et le rapporteur sont seuls habilités en séance plénière pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi rapportée. Les membres de la commission considérée sont engagés par le rapport, sauf demande préalable d'intervention consignée dans le rapport. Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu, faute de quorum, le scrutin a lieu verbalement.
Le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des votants, au cours de la séance suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après. Article 27. Les commissions sont saisies à la diligence du président de l'Assemblée nationale de tous les projets ou propositions de loi et des résolutions relevant de leurs compétences. L'initiateur d'un texte de loi ou d'une proposition de résolution est auditionné par la commission compétente pour en exposer les motifs. Donc voici comment les députés peuvent initier et faire aboutir le projet de loi qu'ils veulent soumettre à l'Assemblée nationale. Une correspondance du président de l'Assemblée nationale lui est adressée à cet effet. Les membres du gouvernement et exclusivement assistés des collaborateurs nationaux. Les commissions peuvent entendre avec l'accord du président de l'Assemblée nationale toute personne qui leur paraît utile pour leur information. Les ministres ont accès aux commissions, ils y sont entendus à leur demande, toutefois ils ne peuvent assister au vote, ce qui est tout à fait normal. L'auteur d'une proposition de loi, d'une proposition de résolution ou d'un amendement peut demander à être entendu par la commission compétente. Il se retire au moment du vote. Chaque affaire examinée en commission doit faire l'objet d'un rapport qui est obligatoirement distribué en temps utile à tous les députés avant les débats en séance plénière. Sur proposition de leur président et avec l'accord du président de l'Assemblée nationale, les commissions peuvent solliciter l'expertise de quiconque justifie d'un intérêt particulier à l'élaboration des textes législatifs. Les commissions peuvent, sur commission du président de l'Assemblée nationale, valablement siéger en dehors des sessions. Article 29. L'Assemblée nationale se réunit en séance plénière au jour et heure déterminés par la conférence des présidents. La présence des députés aux séances de l'Assemblée nationale est obligatoire. Elle est constatée au début de la séance par un appel nominal et à la fin par l'émargement de chaque membre de l'Assemblée nationale. En présence d'un secrétaire de bureau. L'Assemblée ne peut valablement délibérer qu'à la majorité absolue de ses membres. Article 30. Les députés qui désirent prendre la parole doivent s'inscrire auprès du président qui détermine l'ordre d'intervention. Un député ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président et après l'avoir obtenue. Le président peut autoriser des explications de vote. L'orateur parle à la tribune s'il le juge utile. Le président peut l'inviter à intervenir de sa place. Le temps de parole de chaque intervenant est déterminé lors de la réunion de la conférence des présidents. Ce temps est reparti équitablement entre tous les intervenants. La police des débats est exercée par le président de l'Assemblée nationale. Article 22. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit au cours de 2 sessions ordinaires par an. La première session ordinaire s'ouvre le premier jour ouvrable du mois de mars et prend fin au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin. Donc on a mars, avril, mai, juin. Donc ça fait à peu près 4 mois de session. Donc la session ordinaire, la seconde session ordinaire s'ouvre le premier jour ouvrable du mois de septembre et prend fin au plus tard le dernier jour du mois de décembre. Donc on a 4 mois également aussi. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président. Elles ne peuvent excéder une durée de 15 jours. Les règles de fonctionnement et les procédures législatives sont les mêmes qu'en session ordinaire. Article 35. L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de la Constitution. Une loi en précise les modalités d'application. Article 36. L'Assemblée nationale met en place une commission consultative présidée par le président de l'Assemblée
et assister des questeurs conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 2001 relative à l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée nationale et du Sénat modifiée. La composition et les compétences de la dite commission sont fixées par les dispositions de la loi susvisée. Article 37. Le président de l'Assemblée nationale de la transition, assisté des questeurs, élabore le projet de budget qu'il soumet au bureau pour examen et approbation. Article 38. Dans le cadre de l'élaboration du budget et conformément aux dispositions de la loi numéro 1099 du 6 janvier 2001 relative à l'autonomie administrative et financière modifiée, l'Assemblée nationale, conjointement avec le Sénat, met en place une commission dénommée Commission spéciale des crédits chargée de l'harmonisation des projets des budgets des deux chambres approuvés par les bureaux respectifs. La commission spéciale des crédits comprend 16 membres répartis comme suit. Donc il y a 4 questeurs des chambres, 2 présidents des commissions des finances, 6 rapporteurs des commissions des finances, 2 députés et 2 sénateurs désignés par leurs commissions des finances respectives. La commission spéciale des crédits est présidée par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le président de la commission des finances du Sénat en est le vice-président. Les 6 rapporteurs sont répartis à raison de 3 par chambre. Article 39. Dans l'accomplissement de sa mission, la commission peut recueillir l'avis de toute personne et tout organisme qui lui paraît utile pour information. Elle arrête les dotations allouées par l'État en concertation avec les ministres compétents. Article 40. La commission spéciale des crédits dresse un rapport en double exemplaire. Un exemplaire est transmis au gouvernement pour prise en compte dans le projet de loi de finances et l'autre à la commission des finances de chaque chambre pour insertion dans le rapport. Les crédits votés au bénéfice de l'Assemblée nationale sont ordonnancés globalement au profit du Trésor central par le ministre chargé du budget. Les crédits ainsi ordonnancés sont libérés par tiers par le Trésor central selon la périodicité ci-dessous indiquée. Le premier tiers dans un délai de 20 jours après la promulgation de la loi de finances. Le deuxième tiers le 21 mai, le troisième tiers le 20 août. Les fonds libérés sont mis à la disposition de l'Assemblée nationale par domiciliation en compte ouvert en son nom dans les livres des banques primaires. Article 42. Les séances plénières de l'Assemblée nationale sont publiques. Elles sont couvertes et retransmises par voie de presse. Le public, admis dans les tribunes, se tient assis, découvert et en silence. L'Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande soit du président de la République, soit du Premier ministre, soit du président de l'Assemblée nationale, ou d'un 5e de ses membres. Lors des débats à huis clos, elle décide à la majorité relative si ces débats doivent être ultérieurement publiés. Article 43. Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance publique. Article 44. Les députés qui ne peuvent assister aux travaux doivent préalablement motiver leur absence par lettre adressée au président. Seul le président de séance porte à la connaissance de l'Assemblée les excuses qui lui ont été adressées par les députés après avoir déclaré la séance ouverte. Le président ouvre la séance, fait observer le règlement, dirige les débats et maintient l'ordre. Il participe au vote. Sauf les cas nécessaires,
par le maintien de l'ordre, une séance ne peut être suspendue qu'après consultation de l'Assemblée. Article 46. La parole est donnée à tout député qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis à l'Assemblée. Si le procès-verbal donne lieu à contestation, l'Assemblée est suspendue pour permettre au bureau d'en examiner les propositions de modification. À la reprise de l'Assemblée, le président fait connaître la décision du bureau et il est procédé pour l'adoption à un vote sans débat et par un scrutin public. En cas de rejet du procès-verbal, la discussion est inscrite en tête de l'ordre du jour de la séance suivante. Article 47. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre ainsi que les interpellations de collègues à collègues sont strictement interdites. Article 48. La parole est accordée sur le champ à tout député qui la demande pour un rappel au règlement. Les demandes de parole touchant à l'ordre du jour, les demandes de priorité ou de rappel au règlement ont toujours la préférence sur la question principale. Elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas achevé son discours. Toutefois, la parole est retirée à l'orateur ainsi autorisé qu'il l'utilise à une autre fin. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au député qui la demande pour un fait personnel. Article 49. L'inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le président de séance. Article 50. Lorsqu'un débat doit avoir lieu sur un rapport de commission, le bureau de l'Assemblée nationale peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l'ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout député peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion. Article 51. L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le président l'y rappelle. Si l'orateur rappelé 2 fois dans la même intervention continue à s'en écarter, le président peut lui retirer le droit à la parole pour la suite du débat. Article 52. Le président de l'Assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et ramener l'Assemblée à cette question. Article 53. Les membres du gouvernement, les présidents et les rapporteurs des commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent. Nonobstant certains cas particuliers, lorsque le gouvernement décide de faire une communication de l'Assemblée nationale, peuvent prendre la parole pour lui répondre le président de la commission intéressée et les orateurs inscrits. Article 55. L'Assemblée nationale vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et debout, soit au scrutin, à bulletin secret, soit par vote électronique. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour toute cause justifiée. La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au président avant l'ouverture du scrutin auquel elle s'applique. Le vote par délégation peut s'exercer dans le cas du scrutin à bulletin secret, par appel nominal à la tribune ou par vote électronique. Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de 5 jours francs à compter de la date de sa réception. Article 57. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 58. Lorsque le bureau est en désaccord
sur le nombre de suffrages exprimés, l'épreuve est renouvelée. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. Donc ça, c'est l'article 59. Article 60. Il est procédé de droit au scrutin à bulletin secret à la demande du gouvernement ou du président de l'Assemblée. Il est également procédé au scrutin à bulletin secret lorsque la demande écrite est faite par 15 députés au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Les députés signataires doivent être présents. Après l'ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature. Le scrutin à bulletin secret est obligatoire sur les projets ou propositions de loi établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques et pour les désignations personnelles lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du gouvernement est engagée. Article 61. Il est procédé au scrutin à bulletin secret dans les conditions suivantes. Chaque député dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert. S'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, jaune s'il s'abstient. Lorsque les votes sont recueillis, le président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées à la tribune. Les secrétaires font le dépouillement du scrutin et le président en proclame le résultat. Il appartient au président, après consultation des secrétaires, de décider s'il y a lieu à pointage. Article 62. Il est procédé au vote électronique dans les conditions suivantes. Le président de l'Assemblée nationale ouvre le vote à l'aide d'une télécommande. Il ordonne le vote et les députés utilisent les boîtes de vote situées sur les pupitres en appuyant sur le bouton correspondant pour adopter, le plus, pour rejeter, c'est le moins, et pour s'abstenir, c'est le 0. Le président arrête le vote en appuyant sur le bouton stop et le résultat apparaît automatiquement sur l'écran de contrôle. En cas de défaillance de l'appareillage électronique, le président de l'Assemblée nationale propose un autre mode de vote public. Article 63. Sauf disposition contraire de la Constitution ou du président ou du présent règlement, les votes de l'Assemblée nationale sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le président en ces termes. L'Assemblée nationale a adopté, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Lorsque l'Assemblée nationale procède par scrutin à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin. En cas d'égalité des suffrages, au second tour, le plus âgé est nommé. Aucune rectification des votes n'est admise après la clôture du scrutin. Article 64. Les mesures disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée nationale sont les suivantes. Donc, il y a le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de cession ou suspension des émoluments mensuels, la censure avec exclusion temporaire. Donc, voilà les sanctions qu'encourent les députés. Article 65. Le président de séance seul rappelle à l'ordre tout député qui cause un trouble quelconque dans l'Assemblée par des interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière. Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le président n'en décide autrement. Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès verbal tout député qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre. Article 66.
La censure est prononcée par le président de séance contre tout député qui, après rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du président, a provoqué une scène tumultueuse excessive, a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des provocations, menaces ou injures. Donc se présente en salle dans une tenue autre que la tenue de ville ou arborant un chapeau. Article 76. La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session est prononcée par le bureau de l'Assemblée nationale lorsque le député, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux de l'Assemblée. Donc faites attention aux députés absentéistes. La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée nationale est prononcée par le bureau de l'Assemblée contre tout député qui a résisté à la censure simple ou qui a subi 2 fois cette sanction, a fait appel à la violence en séance publique, s'est rendu coupable d'outrage envers l'Assemblée ou envers son président, s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le président de la République, le Premier ministre ou les membres du gouvernement, s'est rendu coupable des faits prévus au présent règlement. La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et des commissions jusqu'à expiration du 3e jour de séance après celui où la censure a été prononcée. En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas, et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la 2e fois à un député, l'exclusion s'étend à 10 jours de séance. Pendant cette période, le président peut demander au bureau le non-paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée d'exclusion. Article 69. La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le bureau de l'Assemblée nationale par un scrutin à bulletin secret sans débat sur proposition du président des séances. Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues. Article 70. Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du palais, pendant que l'Assemblée est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée. Article 71. Il est interdit à tout député, sous peine des sanctions prévues à l'article 68, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou d'une façon générale d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat. Donc ça, c'est intéressant à reprendre. Si pour des raisons de force majeure, je reprends l'article 71, il est interdit à tout député, sous peine des sanctions prévues à l'article 68, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat. Article 72. Si pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s'occuper d'autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l'autorisation d'absence, il doit en informer le président de l'Assemblée nationale, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du bureau. Article 73. Il est interdit de fumer à l'intérieur du palais Léon-Mba. Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles de l'Assemblée nationale, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les députés. L'usage des téléphones portables est interdit pendant le déroulement des travaux de l'Assemblée nationale. Le président de séance rappelle à l'ordre tout député qui contreviendrait
à cette disposition. En cas de récidive, il invite le député en question à quitter la salle et en informe le bureau de l'institution. Article 74. Aucun député ne peut être poursuivi, donc là on est sur l'immunité. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrance. Donc l'immunité parlementaire peut être levée en cas de flagrance. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrance, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert, conformément à l'article 38 de la Constitution. Donc on va dire ici conformément à la Constitution. Le bureau de l'Assemblée nationale constitue pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension, de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés parmi les députés de l'Assemblée nationale. La commission doit entendre le député mis en cause, lequel peut se faire assister d'un conseil. Dans les débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance publique sur les questions d'immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la commission, le gouvernement et le député mis en cause et ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre. Les conclusions de la commission ad hoc sont portées à la connaissance du bureau de l'Assemblée nationale, lequel statue en application donc, de l'article 38, lequel statue en application des dispositions de la Constitution. Donc, article 76. Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les propositions de résolution ne concernent que l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée. Article 77. Les textes sont déposés, imprimés en 150 exemplaires et sous format numérique et ils sont envoyés pour examen à la commission compétente. Avant son adoption définitive, le gouvernement peut à tout moment retirer par décret du ministre un projet de loi. Donc le projet de loi émane du gouvernement et la proposition de loi émane de l'Assemblée nationale. Article 79, donc c'était une petite parenthèse. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre député la reprend, la discussion continue. Article 80. Les propositions de loi ou de résolution déposées par les députés et rejetées par l'Assemblée nationale ne peuvent être reprises avant un délai de 3 mois. Article 81. Les propositions de loi sont irrecevables par le bureau de l'Assemblée nationale lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge sans dégagement de recettes correspondantes. Les propositions de loi sont irrecevables par le bureau de l'Assemblée nationale lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge. Donc, il faut faire attention quand un député propose des lois. Est-ce que ce projet de loi-là va aggraver le budget
les charges publiques, ou est-ce que cette proposition de loi va réduire considérablement les recettes publiques? Donc cette disposition-là est assez intéressante parce que, donc c'est une parenthèse que j'ouvre, hein. Donc il faut faire attention aux propositions, aux projets de société des candidats sur ce point-là. Article 82. Avant leur examen, en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale doit être examiné en commission permanente. Si une commission permanente se déclare incompétente, ou en cas de conflit de compétences entre deux ou plusieurs commissions, la conférence des présidents tranche sur la question. Article 83. Tout projet ou proposition de loi soumis à l'examen des commissions doit faire l'objet d'un rapport et être présenté en séance publique par le président ou le rapporteur de la commission. Les rapports des commissions doivent, sauf en cas d'urgence, être mis à la disposition des députés au plus tard 2 jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés. Le bureau de l'Assemblée nationale peut décider de la publication d'un rapport au journal des débats. Dans les rapports établis sur les projets ou propositions de loi, les commissions concluent à l'adoption avec ou sans amendement ou au rejet. L'irrecevabilité des amendements, notamment en application de l'article donc en application donc de la Constitution, on va dire, est appréciée par le bureau de la commission. L'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut demander au président de la commission d'être entendu. Lors des séances consacrées à l'examen du texte, il n'assiste pas au vote. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi porte sur des domaines de la santé et de l'environnement, le rapport doit comporter en annexe les éléments d'information détaillés sur les incidences qu'il est susceptible d'avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature. Article 84. Le droit d'amendement est le droit de proposer des modifications sur un projet de loi, une proposition de loi ou de résolution. Article 85. Les députés peuvent déposer des amendements ou textes soumis à examen. Article 86. Le débat législatif au sein des commissions s'organise autour des amendements. Ces amendements sont déposés au bureau de la commission qui se prononce sur leur recevabilité. Le dépôt des amendements obéit à la procédure suivante. L'amendement doit être écrit de façon à prévenir toute incertitude sur son contenu exact. L'amendement doit être motivé de telle sorte que chacun puisse apprécier les motifs et la portée de la modification proposée. Les amendements s'appliquent directement et uniquement au texte qu'ils visent. L'amendement doit être signé et daté par son ou ses auteurs. Article 87. La date limite de dépôt des amendements est fixée à 48 heures avant l'examen au fond du texte. Toutefois, pour des raisons particulières, le président de la commission peut modifier ce délai. Article 88. Un amendement peut être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes. Si ce dernier envisage une diminution ou une augmentation des ressources ou des charges publiques non compensées. S'il ne relève pas du domaine de la loi. S'il ne s'applique pas effectivement au texte qu'il vise. S'il ne respecte pas les délais de dépôt ou les normes requises. S'il remet en cause des dispositions déjà adoptées. D'autres cas d'irrecevabilité dûment motivés peuvent être prononcés par le bureau de la commission générale permanente. Article 89. Les textes sont examinés dans l'ordre des articles. Article 90. La commission saisie d'un projet, d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution inscrit en même temps à son ordre du jour l'examen du texte initial et des amendements déposés. L'auteur d'un amendement déposé au bureau de la commission avant l'examen du texte concerné
peut, lorsque son amendement n'a pas été adopté par la dite commission, émettre des réserves pour demander à intervenir en séance plénière de l'Assemblée. Article 91. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en particulier pour l'examen des projets et des propositions de loi ou d'une proposition de résolution, est déterminé conformément aux dispositions de l'article 15 du présent règlement. Alors, qu'en est-il des débats? L'article 91. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en particulier pour l'examen des projets et des propositions de loi, les projets viennent du gouvernement, les propositions viennent de l'Assemblée nationale, donc des députés, ou d'une proposition de résolution en lien avec le fonctionnement du Parlement, je reprends, est déterminé conformément aux dispositions de l'article 15 du présent règlement. Tout texte soumis à examen en séance plénière doit avoir fait au préalable l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions prévues par le présent règlement, à l'exception toutefois des motions de censure. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Alors, je reprends. Article 92. Tout texte soumis à examen en séance plénière doit avoir fait au préalable l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions prévues par le présent règlement, à l'exception toutefois des motions de censure, des motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, des amendements. Le rapport doit être mis à la disposition des députés au moins 2 jours avant le débat. Il en est de même pour tout exposé des motifs émanant d'un membre du gouvernement, pour toute communication écrite ou pour toute audition d'une institution ou d'une personnalité lorsque celle-ci est appelée en consultation. Article 93. Pour les projets et les propositions de loi, les débats en séance plénière comportent la présentation du rapport de la commission compétente, l'intervention éventuelle du gouvernement, du député, l'intervention des orateurs inscrits auprès du président de l'Assemblée nationale, la sanction du test. En fonction de ces indications, le président de l'Assemblée nationale détermine l'ordre des interventions ainsi qu'éventuellement la durée des débats. L'auteur d'une proposition de loi peut demander à intervenir en premier. Après la clôture des débats, il ne peut être présenté et mis aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie de l'ensemble du texte en discussion. L'adoption de cette motion entraîne la suspension du débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte. Le président de l'Assemblée nationale détermine à bref délai, éventuellement après consultation du gouvernement, la date et l'heure de présentation du nouveau rapport. En cas de rejet de la motion, ou si ce rapport n'est pas présenté, la discussion sur les articles s'engage. Article 94. Donc là, on est vraiment dans la cuisine d'un texte de loi. Le projet de loi de finances est déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale, 15 jours au plus tard après l'ouverture de la seconde session ordinaire. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de 45 jours après le dépôt du projet de loi de finances, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 25 jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues par la Constitution. Entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la procédure relative au vote du budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions prévues par la Constitution. Si au terme de la session budgétaire, les 2 chambres du Parlement se séparent sans avoir voté le budget en équilibre, le gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent
conformément à la Constitution. Alors, quels sont les rapports entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Article 95. Les projets de loi peuvent être déposés par le gouvernement de la transition, soit sur le bureau de l'Assemblée nationale, soit sur le bureau du Sénat. Les projets de loi de finances et de révision constitutionnelle sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale. Les projets de loi afférents aux collectivités locales sont déposés en premier lieu au Sénat. En application donc des dispositions de la Constitution, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. La chambre saisie d'un texte voté par l'autre chambre délibère sur le texte qui lui a été transmis. Article 97. Au cours des deuxièmes lectures par l'Assemblée nationale, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pu parvenir à l'adoption d'un texte identique. En conséquence, les articles votés par l'une et par l'autre assemblée en termes identiques ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées. Article 98. Tout projet de loi voté par l'Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Parlement de l'Assemblée nationale au gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, je reprends, tout projet de loi voté par l'Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le président de l'Assemblée nationale au gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le président en informe le gouvernement. Toute proposition de loi votée par l'Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le président de l'Assemblée nationale au président du Sénat. Le gouvernement est informé de cette transmission. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par le Sénat, le président en informe le président du Sénat et le gouvernement. Lorsque l'Assemblée nationale a adopté sans modification un projet ou une proposition de loi votée par le Sénat, le président de l'Assemblée nationale transmet le texte définitif au gouvernement aux fins de promulgation par le président. Le président de la République. Le président du Sénat est informé de cette transmission. Article 100. Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet de loi ou une proposition de loi n'a pu être adopté, après une seule lecture par chaque assemblée, le président de la chambre l'ayant adopté en dernier a la faculté de provoquer la réunion d'une constitution mixte paritaire des deux chambres chargée de proposer un texte commun sur les dispositions demeurant en discussion. Article 101. En accord avec l'Assemblée nationale et le Sénat, le nombre de représentants de chaque chambre dans les commissions mixtes paritaires est fixé à 7. Dans les mêmes conditions, 7 suppléants sont désignés. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux chambres. Les membres des commissions mixtes paritaires sont désignés dans le cadre des commissions générales compétentes, saisies à cet effet par le président de chaque chambre. Article 102. Compétentes, saisies à cet effet par le président de chaque chambre. Article 102. Les commissions mixtes paritaires se réunissent sur convocation du président de la commission générale compétente alternativement par affaire dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le bureau de la commission mixte paritaire comprend un président qui est le président de la commission générale compétente de l'Assemblée qui abrite la réunion, un vice-président qui est le président de la commission générale compétente de la chambre invitée,
les deux rapporteurs des commissions générales compétentes des deux assemblées. Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle. Article 103. Les commissions mixtes paritaires examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l'Assemblée qui abrite la réunion. Les conclusions de leurs travaux font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement par les présidents des chambres aux ministres. Article 104. Si la commission mixte paritaire élabore un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des chambres. Dans ce cas, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du gouvernement qui peut en déposer ou en accepter. Article 105. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue définitivement. L'Assemblée nationale procède dans ces cas à une nouvelle lecture sur le dernier texte dont elle était saisie avant la création de la commission mixte paritaire. Article 106. Si le gouvernement n'a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'approbation du Parlement dans les 15 jours de la transmission du rapport de la dite commission, la Chambre qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion, peut en reprendre l'examen conformément aux dispositions de la Constitution. Article 107. En cas de rejet d'un projet de loi en séance plénière, le président de l'Assemblée nationale en informe le gouvernement. Donc ça, je laisse puisque ça concerne la charte. Alors, article 113. Le gouvernement peut faire devant l'Assemblée nationale des déclarations avec ou sans débat. Dans le cas de déclaration avec débat, le président de l'Assemblée nationale arrête la liste des orateurs après la communication gouvernementale. La police des débats est assurée par le président de séance. En l'absence de débat, il n'est pas organisé de vote. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Bon, tout ça, ça n'existe plus. Je pense que je vais passer tout ça. Information. Je vais aller au contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire s'exerce à l'occasion de l'examen de projets de loi de finances et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances. La Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques, de la production et du développement a tout pouvoir pour entendre toute investigation et enquête relative à l'exécution de lois de finances. À cet effet, l'Assemblée nationale s'appuie en tant que besoin sur la Cour des comptes sur l'exercice du contrôle parlementaire. L'Assemblée nationale institue au sein de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques, de la production et du développement, un comité permanent chargé du suivi de l'exécution du budget général de l'État. Ce comité, renouvelable chaque année, reçoit mandat de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques, de la production et du développement pour l'exécution de sa mission. Il est composé de 30 membres. À la fin de chaque exercice budgétaire, il établit un rapport qu'il soumet à la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques, de la production et du développement avant tout examen du projet de loi de finances. Lorsqu'il en fait la demande, le bureau de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production et du développement reçoit communication de tous les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels.
Pour l'exercice de ce contrôle, le bureau est assisté par un ou plusieurs membres de la commission. Article 128. Les informations ou les investigations sur place que la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques, de la production et du développement demande ne doivent pas lui être refusées. Elle peut procéder à l'audition des responsables des institutions, des autorités administratives indépendantes, des ministres ou de leurs collaborateurs dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois et les règlements en vigueur. Toute personne entendue par le dit comité est liée par le secret professionnel. Le gouvernement, à travers le ministre chargé du budget, transmet à l'Assemblée nationale, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi des finances. Il est créé au sein de chaque commission générale permanente, conformément donc aux dispositions, un comité d'évaluation du plan d'action, et de la feuille de route. Donc là, on est sûr, là, ok, je vais laisser ça. Donc tout le reste concerne vraiment la transition et les dispositions transitoires. Je pense que je vais arrêter là. Donc on a ici vraiment les dispositions qui nous permettent de comprendre comment le Parlement fonctionne. Nayo ni mazame